Et on va donc aller plus loin avec notre invité ce soir, Jérôme Fourquet. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Directeur du département opinion de l'IFOP, vous publiez donc ce livre, L'Archipel français, prix 2019 du livre politique. Félicitations à vous. Merci à vous. Alors, archipel, parce que votre constat, c'est que la France est morcelée, fragmentée, notre société se disloque, c'est comme ça qu'il faut voir les choses ? Alors effectivement, le constat auquel on arrive, c'est qu'un certain nombre de matrices ou de ciments qui permettaient d'unifier ou de consolider la société française se sont, au fil du temps, disloqués. On peut en prendre plusieurs exemples. On commence par ce qui était le soubassement historique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la matrice catholique, qui a elle aussi matricé sur le long terme la société française. Alors à la fois la partie de la population qui se reconnaissait dans cette confession et dans cette culture, mais également en contre tout ce qu'on peut appeler l'autre bloc de la société française, qui était le camp républicain et laïque, qui s'est en grande partie aussi constitué en opposition face à ce camp catholique. Ces deux matrices-là ont connu, pour des raisons diverses, un phénomène de dislocation. Et aujourd'hui, avec d'autres phénomènes très puissants, comme la montée en puissance de l'individualisme, mais également la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, nous avons une société qui est en train de se recomposer sur des bases totalement nouvelles, avec un effet de fragmentation sociologique, territoriale, culturelle, qui est, à mon avis, sans précédent. Alors, on va rentrer dans le détail de chacune de ces dislocations. Vous parlez quand même d'une ère post-chrétienne, de phase terminale du catholicisme en France. C'est très fort. Alors, il reste bien évidemment des catholiques en France, mais ils sont relativement nombreux, mais ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été. On va donner quelques chiffres. Nous avions, dans les débuts des années 60, selon les chiffres de l'IFOP, 35% de la population qui déclarait aller à la messe tous les dimanches ou plus. Nous sommes à 5 ou 6% aujourd'hui. Donc, en l'espace de 2 générations, les chiffres se sont considérablement érodés. De la même manière, si l'on regarde ce qu'il en est des prêtres, les prêtres diocésains, donc ceux qui servent la messe, fin des années 90, on est encore sur 20 000 prêtres. Nous sommes aujourd'hui à 11 000 prêtres. Donc si on poursuit la courbe, compte tenu de la moyenne d'âge élevée de ce public, on peut faire l'hypothèse que d'ici 25 ou 30 ans, il n'y a plus de prêtres catholiques en France. Donc tout ça, ça touche à la fois au culte, mais également à des traditions et au quotidien. J'allais parler du quotidien. Juste un mot à ce rythme-là. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, on arrêtera le poisson dans les cantines le vendredi, que les jours fériés ne seront plus liés à des jours religieux on peut se poser la question. Si vous prenez d'autres, moments très importants comme les obsèques, on a aujourd'hui une majorité de Français qui souhaitent se faire incinérer plutôt qu'enterrer. Donc là aussi, c'est une rupture très très profonde. On a parlé également du rapport au corps et à la sexualité, avec dans les années 70 l'apparition de l'IVG et de la pilule, qui déconnecte sexualité et procréation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sexualité sans procréation. Aujourd'hui, on s'achemine avec la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes seules ou les couples de femmes, avec vers une procréation sans sexualité. Donc on voit bien, j'ai employé le terme de basculement anthropologique, qu'on en est là, puisque cohabitent encore dans notre société des générations nombreuses issues du baby-boom qui sont encore porteuses de cette grille de lecture, de cette culture-là, en pour ou en contre, et puis des générations plus jeunes qui sont totalement en rupture et qui sont sur un autre univers. On le voit par exemple sur le rapport au corps, avec une pratique comme le tatouage, qui peut paraître anecdotique, mais c'est 13 à 14% de la population française qui aujourd'hui est tatouée, 1% sur les 50 ans et plus, 25% sur les moins de 35 ans. Donc on voit que tout ça change à une vitesse, et ça qui est très frappant, très rapide, puisqu'en l'espace d'une ou deux générations, nous sommes en train de basculer vers autre chose. Et en parallèle, vous l'avez dit, il y a d'après votre enquête un phénomène d'individualisation. Et là, c'est intéressant l'exemple des prénoms qu'on entend dans le sujet de Flora. Oui, alors on s'est appuyé sur un gros fichier que l'INSEE met en accès sur son site, qui recense depuis 1900 toutes les naissances intervenues en France et tous les prénoms qui ont été donnés aux enfants qui sont nés. On constate que des années 1900 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France a fonctionné avec un portefeuille de prénoms, vous voyez, portefeuille de prénoms qui est toujours le même, de l'ordre de 2000 prénoms, quel que soit le nombre de naissances dans l'année. Et puis ensuite, avec la volonté de se distinguer de la part des familles, on est passé dans les années 50-60 à 3000 prénoms pour atteindre le chiffre de 13 000 prénoms différents utilisés ces dernières années. Donc là aussi, c'est un marqueur très
clair de cette volonté de s'individualiser et de se distinguer du reste des autres. Avec ce chiffre toujours sur les prénoms qui fait un peu polémique, 18 à 19% de naissances masculines en 2016 ont donné lieu à un choix de prénom arabo-musulman. Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie d'abord qu'on a là une façon de pouvoir mesurer, de retracer l'histoire de l'immigration dans le pays. On est à moins de 1% de naissances portant des prénoms arabo-musulmans au début des années 60, et on a 18% ces dernières années, avec une progression tout à fait importante. Alors ça veut dire au moins deux choses. D'une part, que ces familles issues de l'immigration à 1, 2, voire 3 générations continuent de privilégier ce type de prénom qui les rattache ou qui rattache les enfants qui naissent à leur ère culturelle ou leur pays d'origine. Oui, il y a une affirmation. Une affirmation qui est très forte, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres immigrations plus anciennes qui, en l'espace d'une génération, ont bifurqué vers des choix de prénoms français ou européens. Et puis, l'autre élément, c'est que, on le voit quantitativement, nous sommes de facto aujourd'hui dans une société qui est multiculturelle, puisque la France de demain sera composée mathématiquement à raison d'à peu près 1/5 de cette population qui est issue de cette immigration. Et vous mettez le doigt sur le déclin de plein d'autres choses qui pouvaient nous réunir avant et qui nous réunissent un peu moins aujourd'hui. Je pense au communisme, je pense aussi aux audiences médiatiques qui se fragmentent. Il y a plein de petits phénomènes qui montrent qu'on... Alors, on avait effectivement, donc on a parlé de la matrice catholique, mais on avait en face ce qu'on aurait pu appeler l'Église rouge. Jusqu'à la fin des années 70, le vote en faveur du Parti communiste, c'est 20 à 25% de la population. C'est des centaines de municipalités, c'est des conseils généraux, des colonies de vacances, des syndicats qui sont liés. C'est toute une contre-culture, une presse. Et tout ça s'est effondré. Alors, à l'instar des catholiques, il reste encore des communistes en France, bien évidemment, mais ils ne sont plus en capacité de structurer des pans entiers de la société. De la même manière, les grands médias étaient aussi vecteurs d'une vision commune. On prend l'exemple d'une chaîne bien connue, donc TF1, 40% d'audience à la fin des années 80. Nous sommes aujourd'hui à peine 20%. Alors 20%, c'est encore beaucoup dans l'univers concurrentiel très fragmenté, mais on voit bien que là aussi, il n'y a plus de vision commune. Alors à l'époque, il n'y avait pas le replay, et donc tout le monde, enfin beaucoup, le lendemain... Et puis des centaines de chaînes, et puis 1000 façons de regarder la télé. À l'école, à l'atelier ou au bureau, tout le monde avait regardé le même film, la même série. Aujourd'hui, tout ça s'est fragmenté. Quels sont les dangers de cette fragmentation? Si on est un petit peu concret, si on pense au vote, par exemple, est-ce qu'il y a aussi une fragmentation des votes? Alors, danger, je ne sais pas s'il y a danger sur le plan électoral. En tout cas, la recomposition qu'on observe au moins depuis 2017 et qui est abondamment commentée sur cette antenne, sur cette chaîne, eh bien, on peut la voir comme une mise en conformité du paysage électoral avec la réalité socio-économique et culturelle du pays. C'est-à-dire que pendant très longtemps, nous avons été organisés politiquement sur l'affrontement gauche-droite qui renvoyait à une organisation de la société qui est très, très duale ou très binaire. Tout ça a tenu sans doute de manière un peu prolongée avec le poids des institutions, le poids des habitudes, mais 2017 a marqué une rupture et sans doute que si le clivage gauche-droite continue de parler à pas mal de Français, il n'est plus aujourd'hui le clivage majeur qui permet de comprendre et d'organiser la vie politique. Ceci explique peut-être cela. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, d'avoir été notre invité ce soir, directeur du département Opinion de l'IFOP. Et je rappelle le titre de ce livre, de cette enquête, L'archipel français, prix du livre politique 2019, tout juste nommé ce week-end. Félicitations. Merci à vous. Merci à vous.